Voilà plus de 40 ans que j'attendais ce moment. 40 ans de dire, est-ce que nos gens sont restés fidèles? Est-ce que chacun gagne au fond de son cœur son idéal? Et je l'ai vu de mes yeux, cette émotion immense qui m'ont découvert, car la preuve était faite que le temps peut passer et que nous sommes restés les mêmes. Comme disaient mes vieux soldats, chance de grêle, chance éternelle, j'allais en sortir, je suis là toujours vivant. « 4 mai 1945. Le soir tombe sur Copenhague. Dans la villa du général Panke, commandant la SS, Léon Degrelle écoute la radio. Arrivé quelques heures plus tôt, venant de Kiel, bombardé au volant de sa petite Volkswagen, il est venu retrouver ses hommes, les derniers, 200 environ, évacués par mer. Son but est simple, rejoindre le front nord de Norvège pour continuer le combat. Soudain, à 19h45, la voix anonyme, impersonnelle d'un speaker éclate dans le haut-parleur. Les armées du Danemark ont capitulé sans condition. Elles déposeront leurs armes demain matin à 8h. J'avais 38 ans quand, le 7 mai 1945, brusquement sur tous les postes de radio, éclate l'annonce de la capitulation finale. Les cloches sonnent. Par la fenêtre ouverte, Léon Degrelle écoute, regarde. Est-ce que c'est la fin? Lui, Léon Degrelle, commandeur de la division Wallonie, héros de Tcherkassy, rescapé de l'enfer d'Estonie, où la Wallonie a laissé 95% de ses effectifs. Lui, le seul officier étranger décoré de la croix de fer avec feuille de chêne, l'enfant chéri du Führer, le Belge flamboyant, que ces hommes appellent plaisamment Modeste Ier de Wallonie. Va-t-il attendre, là, immobile, passif, et se laisser prendre comme un rat dans cette villa somptueuse? Eh bien non, envoyé par le docteur Best, gouverneur allemand du Danemark, une limousine bleue aux plaques d'immatriculation danoise stoppe devant le perron. Au volant, un officier allemand en civil lui explique qu'il a reçu l'ordre de le conduire au port. Il file à toute allure dans les rues de Copenhague, pleines de civils en folie. Le but de Degrelle est simple, atteindre Oslo. Dans la nuit, à travers les champs de mines survolés à plusieurs reprises par des avions anglais qui se contentent de le frôler dans un vrombissement énorme, le bateau trace sa route. 8h du matin la Suède, 10h Oslo enfin. Une voiture qui l'attend au port emmène le visiteur hors de la ville, au château du prince héritier Olaf, où l'accueille le docteur Terboven, gouverneur allemand de Norvège, et le général Redis. Les deux hommes préféreront se suicider plutôt que de capituler le lendemain. La Suède a refusé l'asile à Degrelle. Un sous-marin aurait pu l'amener au Japon, mais il est déjà trop tard. La capitulation est absolue. Pourtant, en bas d'une montagne, un petit avion privé est disponible. Par miracle, parce que dans ma vie, quand même, les miracles n'ont pas manqué, j'ai trouvé un avion. Il y avait un avion là abandonné. C'était l'avion du ministre Speer. Les hommes consultent la carte. Oslo, aux Pyrénées, il y a 2400 km. L'avion est un Heinkel. Avec le plein absolu de carburant, il ne peut théoriquement en franchir que 2100. Il manque alors 300. Mais en volant très haut pour économiser le jus, il y a peut-être une chance et Degrelle décide de la tenter. Le soir venu,
en grand uniforme de colonel de la Waffen-SS, portant au cou la cravate de la Ritterkreuz à feuilles de chêne, De Grelle, le pilote, lui-même décoré de la croix allemande en or, et 3 assistants gagnent en voiture l'aéroport. Le Henkel est là, au bout de la piste, brillant dans la nuit. Le petit avion décolle dans le ciel d'Oslo. Le 8 mai, l'annonce officielle de la capitulation du Reich est annoncée. L'explosion de joie que provoque cette nouvelle a pour effet de desserrer le contrôle aérien et favorise l'incroyable aventure. Par-dessus la Hollande, la Belgique, la France, le minuscule appareil arborant la croix gammée poursuit obstinément sa route. Interpellé par des radios qui n'insistent pas, il franchit les frontières, parvient au sud de la Loire. C'était notre première idée, arriver de l'Angleterre vers l'Europe en laissant croire que c'était un avion anglais. Mais nous avons été dépistés tout de suite. Et la radio crépitait. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Toutes les artilleries nous tiraient dessus. La chasse nous traquait. Alors voilà mon avion dans le ciel. Si nous voulions échapper au tir à la verticale, il fallait véritablement raser les toits des villes. Et c'est comme ça que j'ai vu Paris, en fait. Il était peut-être 2h30 ou 3h du matin. Il y avait des milliers de gens qui grouillaient dans les rues, sans même se rendre compte qu'il y avait au-dessus d'eux encore une croix gammée formidable qui brillait dans le ciel. La dernière, l'unique, la dernière croix gammée qu'on ait vue sur l'Europe, ce fut la nôtre. Dans les réservoirs, l'essence baisse dangereusement. 5 heures du matin. Le Henkel a parcouru 2300 km. 200 de plus que ses possibilités théoriques. Mais la fin approche. Les moteurs ont dératé. L'appareil perd de l'altitude. Et nous descendions. Il a continué les miracles comme en auto quand la flèche marque 0, elle continue quand même. Et c'est ce que je m'étais dit. Et ça fait des miracles. On calcule toujours trop peu pour l'essence. Un des assistants distribue des bouées de sauvetage. À travers les hublots, De Grelle scrute le paysage qui défile au-dessous. Royan, Arcachon, les Landes. Et bientôt voici les Pyrénées, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye. Plus que quelques kilomètres. Mais l'avion, à bout de carburant, pique. De plus en plus. Cette fois, c'est la fin. Et c'est encore la France. Soudain, à quelques mètres du sol, le pilote redresse brusquement d'un seul coup à la verticale pour récupérer les ultimes gouttes de carburant. Les moteurs repartent, l'avion franchit au ras des herbes une colline, frôle les toits de quelques maisons, pique à nouveau et finalement, sans avoir sorti son train d'atterrissage, touche le sol et glisse sur sa coque à 250 km à l'heure. Et tout d'un coup, 2 rochers noirs immenses en face de nous, c'était la frontière espagnole, nous ne le savions pas. Nous avons dressé l'appareil à la verticale, plongé. Et puis nous avons vu, il était 6 heures du matin, les premières lueurs du jour, un demi-cercle de toit tout rouge. C'était Saint-Sébastien. Le moteur droit décroché et projeté en l'air, l'appareil déséquilibré se retourne, capote et s'écrase dans la mer. Bam! Un moteur qui vole en l'air, il avait accroché je ne sais quoi, l'avion bifurque vers la mer, ça enflamme dans la mer à toute vitesse, n'est-ce pas, fait 2 fois le cumulet, et puis nous nous retrouvons. Tout d'un coup, il s'arrête. Nous avions de l'eau exactement jusqu'au cou. Il est à quelques encablures de la plage de San Sebastián. Dans son dernier bond fou, il a franchi la frontière. Nous étions tous blessés, moi très grièvement. On m'a conduit à l'hôpital dans le plâtre depuis le cou jusqu'aux pieds. Des baigneurs, puis des gardes civils, en chapeau de cuir bouilli, se précipitent au secours des naufragés. La première chose que j'ai faite, c'est me mettre à ses ordres. Et je lui ai expliqué que je ne venais pas pour éviter qu'il s'enfuit, mais bien plutôt que j'étais là pour éviter que quelqu'un lui fasse du mal. Je venais pour veiller sur lui. De Grelle, inconscient, atteint de 5 fractures ouvertes, est dirigé vers l'hôpital Mola de San Sebastián. Nous étions sauvés, tous en morceaux. C'est ici, à ce vieil hôpital militaire, là,
l'hôpital militaire Mola, qu'une ambulance allait m'amener une demi-heure après ma chute. Alors me voilà dans mon hôpital de Saint-Sébastien. Je n'ai qu'une main qui sort. Pression de plus en plus forte des Alliés pour obtenir qu'on me livre. On peut aux affaires étrangères à Madrid voir, lire les lettres incroyables de pression des ambassadeurs des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, exigeant de Franco mon extradition. Plus tard, dans son livre « La campagne de Russie », il écrira « Je vivais. Dieu m'avait sauvé. J'avais gardé ma force et ma foi. Je n'avais pas éprouvé l'amertume de tomber inutilement dans les mains de mes ennemis. Et quand au bout de 10 ans, il n'y avait plus rien à faire, je pouvais revenir. Alors il y a eu cette fois-là un décret ministériel me déclarant étranger indésirable. Dès le premier hiver, une opération a été organisée pour me rapter. Mais opération grave, ordonnée par écrit par le premier ministre belge qui s'appelait monsieur Van Acker, chargeant le colonel de Lobin-Fosse, le principal homme de la sécurité alliée pendant la guerre en Belgique, de venir me rapter en Espagne. Tout était prêt, même le capuchon pour me mettre sur la tête. Pareil, moi j'ai des relations avec de ce communiste ainsi, j'ai des relations avec Abel Delon qui vient chez moi, j'ai des relations avec Arletti qui me téléphone tous les 15 jours. Et on ne se demande pas quelles idées politiques on a.